Bonsoir à tous. Vous étiez nombreux à vous poser de nombreuses questions par rapport à ce projet de réforme. Alors on va évidemment tâcher de revenir et d'éclaircir ce qui a pu être communiqué jusqu'à présent. On va se présenter rapidement et puis après on commencera ce live spécial, donc projet de réforme 2022. Donc je te laisse te présenter. Alors je suis Aurélie Lampérière, directrice pédagogique de Fort Prof. Et moi donc je suis Brigitte Buisson et je suis la directrice de Fort Prof et de la Fabrique du Prof. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Alors, nous sommes ravis de pouvoir échanger de manière un peu informelle sur ce projet de réforme. Ça fait un petit moment évidemment que vous nous sollicitez par téléphone. On a de nombreux appels de stagiaires et de candidats au CRP 2022 évidemment qui sont inquiets. Donc nous avons épluché tous les projets qui circulent à l'heure actuelle pour essayer de vous apporter un maximum de réponses, évidemment. Donc le but de ce live est de décortiquer, de décrypter le projet de la réforme de ce CRPE 2022, puisqu'on est quasi certain à l'heure d'aujourd'hui que réforme il y aura. Et ensuite, nous allons vous aider à réfléchir à l'organisation la plus appropriée pour réussir ce concours et également vous donner nos conseils de préparation. Avant de commencer, donc moi je voulais quand même revenir pour ceux qui ne connaissent pas sur Fort Prof. Donc Fort Prof est un institut de formation spécialisé dans ce concours. Nous existons depuis 1996 et cette année nous allons fêter nos 25 ans de formation et d'accompagnement sur ce concours-là. Il faut savoir qu'on a à peu près 65 000 candidats qui se sont préparés avec nous. On a chaque année de nombreux lauréats et en particulier et aussi de nombreux majors. Donc l'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, sur le CRP 2020, dans des conditions assez difficiles, nous avons eu plus de 14 majors. Donc on est ravis pour eux et on est ravis malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu avoir tout au long de cette année, très contente d'avoir pu les amener au bout de ce concours. Donc Fort Prof est un institut spécialiste de ce concours puisque c'est notre activité unique, nous préparons qu'à ce concours. Nous avons plus de 450 formateurs disséminés un petit peu partout sur tous les territoires de la métropole et des dom-toms. Nous travaillons avec des profs experts de ce concours qui sont des conseillers pédagogiques, des inspecteurs d'éducation nationale, des maîtres formateurs et qui connaissent particulièrement les attentes de ce concours pour vous aider à réussir au mieux ce concours. Donc ce projet de réforme était à l'ordre du jour, vous le savez, pour le CRPE 2021, on l'attendait. Il a été repoussé au vu du contexte très particulier de l'année dernière. Il est clair qu'à l'heure d'aujourd'hui, les projets qu'on a en main nous prouvent que la réforme devrait, on dit bien devrait, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas le décret officiel, on est quand même toujours dans l'attente de son affirmation. On devrait avoir à la rentrée 2021 le nouveau format de ce concours qui va quand même changer, donc c'est important d'en parler pour que vous puissiez désamorcer le travail et comprendre tous les enjeux de ce concours. Alors nous qui sommes ici depuis 25 ans, enfin qui sommes spécialisés sur ce concours, il n'y a pas grand chose d'étonnant. Il faut savoir que tous les 5 ans, nous sommes habitués à un changement de concours. C'est écrit depuis tant d'années, tous les 4-5 ans, nous savons que nous devons changer nos préparations et nous adapter à ce format de nouveau concours. Elles sont essentielles, alors pour comprendre un petit peu, souvent elles suivent le reflet des orientations de nos politiques, tout simplement. Et notre ministre avait beaucoup insisté quand il est arrivé sur la maîtrise des savoirs fondamentaux, en particulier en mathématiques et en français, et surtout sur l'idée qu'il fallait une formation pré-professionnalisante. Donc on a eu plein de rapports qui sont sortis à ce sujet, le rapport Ronzeau-Saint-Giron, on a eu des rapports aussi, des textes de Cédric Villani, etc. pour la maîtrise des fondamentaux. Donc ce n'est que la suite logique de ce qui avait été annoncé il y a quelque temps, donc aucune surprise, et ce que nous allons faire maintenant, c'est décrypter ce nouveau format concours. Première chose, un projet concours, un nouveau projet de réforme, pour l'analyser, il faut prendre des sources officielles tout le temps. Donc là, je vais proposer, c'est Aurélie qui va vous expliquer les sites sur lesquels vous pouvez aller pour consulter des sources officielles.
Alors, plusieurs sources sur lesquelles nous sommes basés pour travailler et décortiquer ce projet. Alors, le premier site sur lequel vous pouvez voir effectivement qu'il y aura ce changement, c'est celui de devenir enseignant. C'est un site pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui vous donnera toutes les informations utiles pour préparer votre concours. Et sur le site, il est bien évoqué que le CRPE 2022 est en cours de formalisation et qu'il sera proposé pour la prochaine rentrée. Autre document, c'est le fameux document de travail qui a filtré, je dirais, et qui a été publié sur le site de différents INSPE, qui nous a été envoyé par nos professeurs également, qui travaillent soit au sein des INSPE ou qui font partie de certaines réunions avec les conseils d'études, ce document de travail qui présente l'arrêté qui devrait être très légèrement encore modifié, mais qui sera très certainement très proche de celui qu'on a pu lire sur ces sites. On a pu aussi évidemment relever des informations sur les sites de certains syndicats enseignants qui sont évidemment sollicités aussi dans ces réunions. Alors à la fois par rapport à ce document de travail, mais également par rapport aussi aux parcours qui vont être mis en place ou qui sont mis en place, sur lesquels on reviendra plus précisément ensuite. Enfin, là aussi des maquettes qui sont en cours de préparation dans les différents INSPE qui vont dans le sens de ce changement de format concours, donc sur lesquels on peut aussi s'appuyer. Voilà, alors vous avez été nombreux évidemment à vous inquiéter de savoir si vous serez tous concernés par ce concours, troisième voie, second concours, concours externe. C'est vrai que ce document de travail, sur celui-ci, il est bien dit qu'il fixe les modalités d'organisation du concours externe, des concours externes spéciaux. Second concours, troisième concours de recrutement de professeurs des écoles. Donc, vous êtes quand même dignement représentés. Alors, certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas, ils ne savent pas qui est concerné par quel concours. Brigitte, peut-être faire un focus là-dessus. Un petit rappel rapide donc des conditions d'éligibilité des différentes catégories de concours. Donc, le troisième voie, c'est les 5 années d'expérience dans le secteur privé, c'est-à-dire que vous devez pouvoir justifier et attester que vous avez travaillé plus de 5 ans, enfin 5 ans ou plus, dans une entreprise ou dans plusieurs entreprises cumulées, donc quelles qu'elles soient, le juridique, le commercial, etc., etc. Concours externe, donc là, jusqu'à présent, concours externe, c'était les personnes qui pouvaient justifier d'un Master 1, donc validé ou en cours de validité. Les parents de 3 enfants et les sportifs de haut niveau. Le nouveau projet de réforme 2022, lui, visiblement, pour le concours externe, va exiger un niveau Master 2. C'est, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une des certitudes que l'on a, c'est-à-dire qu'il vous faudra forcément l'année du concours disposer d'un M2, quel qu'il soit, et on y reviendra un petit peu plus tard, ou un Master 2 MEF, pour pouvoir passer ce concours. Donc, si vous n'avez qu'un M1 et que vous n'avez pas les autres conditions d'éligibilité qui sont la troisième voie ou 3 ans d'ancienneté dans la fonction publique et niveau licence, puisque ça c'est le second concours interne, et que vous n'êtes, il faudra peut-être en passer par un Master 2. À l'heure d'aujourd'hui, gros point d'interrogation pour les parents de 3 enfants et les sportifs de haut niveau. À l'heure d'aujourd'hui, les projets ne l'évoquent pas. Mais par contre... alors, c'est vrai, voilà. Cela dit que les concours de la fonction publique sont déjà depuis de très nombreuses années, se sont ouverts aussi aux parents de 3 enfants et sportifs de haut niveau. Donc, c'est un point qui n'a pas été, qui n'est pas apparu dans le rapport,
mais qui quand même pourra être précisé certainement sous peu, et on voit difficilement comment le ministère d'État arrêterait de prendre en compte les parents de 3 enfants ou sportifs de haut niveau. Donc évidemment, on vous tiendra informé dès qu'on aura la confirmation, parce que vous avez été plusieurs, évidemment, parents ou sportifs à nous le demander. Voilà, donc la seule différence à l'heure d'aujourd'hui serait plus sur les concours externes, puisqu'on élèverait d'un cran le niveau de diplôme, hein, Master 2. Pour les concours externes spéciaux, concours et second concours internes spéciaux, là, c'est toujours la spécificité d'une épreuve supplémentaire sur une langue régionale que vous allez décider, hein, donc corse, breton, etc. Mais sinon, les conditions d'éligibilité à l'heure d'aujourd'hui, pour nous, ne changeraient pas, sauf pour ce niveau M2, hein, sur l'externe. Voilà. Ouais. Alors plusieurs voies possibles pour s'y préparer, pour se préparer, se former. 3 parcours, je dirais, qui vont ouvrir la voie au concours. Le premier, c'est le parcours que vont enclencher les étudiants après le bac, après la licence, la première année. Il va être possible d'enclencher un parcours de pré-professionnalisation, puisque vous aurez la possibilité en L2, licence, 2e année, 3e année, Master 1, de pouvoir progressivement rentrer dans le métier tout en vous formant. Alors, cela signifie quoi? En L2, vous resterez en observation dans les classes pour pouvoir vraiment vous nourrir de l'enseignement du professeur des écoles. En L3, vous serez en co-intervention. Donc, ça signifie clairement que vous commencerez à intervenir dans les enseignements tout en étant tutoré par le professeur des écoles. Puis enfin, en M1, vous serez en enseignement. Donc là, vous n'aurez pas le tutorat du professeur des écoles, vous serez en face des élèves et en classe tout en ayant un temps de formation à l'INSPE. Ensuite, et après votre M1, vous basculerez en Master 2 MEF, avec la possibilité de continuer évidemment le tiers-temps d'enseignement. Sur cette année, il vous faudra évidemment travailler sur le mémoire de M2 MEF, être en classe et préparer le concours. Alors, la deuxième voie possible concernera les personnes qui vont préparer une licence disciplinaire ou déjà avoir une licence et rentrer dans un parcours M1, M2, MEF. Dans cette voie-là, les personnes qui rentreront en M1 MEF feront des stages d'observation et pratiques d'accompagnement. Et pour le M2, leur année de M2, ils seront là, comme on le disait pour la première voie, en tiers-temps enseignement. Enfin, une voie aussi possible pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un Master 2. Alors, on insiste là-dessus parce que si vous avez aujourd'hui déjà un Master 2, quelle que soit la discipline, vous ne serez pas obligé de passer par le Master MEF. Vous pourrez tout à fait soit vous préparer et vous consacrer uniquement à la préparation du concours, continuer à travailler, à exercer votre activité professionnelle actuelle et donc passer, comme les autres étudiants, le concours de professeur des écoles. C'est important à entendre parce que vous êtes nombreux, on le voit dans nos 2500 stagiaires qu'on a chaque année et quand on regarde un peu leur parcours, un certain nombre ont déjà un niveau Master 2. Et la question qui nous est posée régulièrement, c'est mais si je n'ai pas un Master 2 MEF, est-ce que je peux passer le concours? C'est très clairement annoncé dans le parcours tel qu'il est défini à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pouvez justifier d'un Master 2, quel qu'il soit, je sais qu'on a beaucoup de stagiaires qui nous ont dit j'ai un Master 2 dans le tourisme, vous pourrez passer le concours comme les autres qui sont en Master 2 MEF, sachant que les articles qu'on peut lire qui émanent des syndicats et tout, justement, très justement, interpellent un petit peu sur cette année M2 où les étudiants de Master 2 MEF vont avoir un mémoire, vont avoir
des cours en présentiel avec des élèves, vont avoir leur M2 à valider et vont avoir un concours à obtenir. Ça va être assez dense hein, quand même, il faut bien l'avouer. Donc économisez-vous si toutefois après, je sais que certains salariés nous disent mais moi j'ai vraiment envie de me professionnaliser. Donc oui, effectivement, si c'est ça, vous pouvez reprendre un master de MEF, mais attention, vous n'êtes pas obligé si vous pouvez justifier d'un M2 quel qu'il soit. Ouais, alors d'autant plus, hein, tu confirmes, hein, Brigitte, mais que le parcours, une fois que le concours est en poche, va aussi s'adapter au M2 disciplinaire et aux personnes qui seront passées par le parcours MEF. C'est quand même formé. C'est ça. Donc, ce qu'il est aussi écrit, c'est que une fois le concours en poche, un master de MEF va être à peu près à 80% du temps en classe. Il aura une petite période de 15-20% en décharge de formation. Hein, il continuera sa formation. Alors qu'un M2 disciplinaire, quel qu'il soit, aura ce concours et va intégrer un stage en semi-responsabilité, donc en classe, donc fera mi-temps en classe et mi-temps en INSPE, ce qui permet quand même de se préparer en douceur et de rentrer en continuant sa formation en INSPE pour vraiment se familiariser avec tous les éléments pédagogiques, didactiques, etc. Donc, pour un salaire qui visiblement serait identique, je trouve que quand même c'est réconfortant de se dire qu'une année post-concours, on va intégrer, on va être en phase de fonctionnaire stagiaire, mais à mi-temps. C'est-à-dire qu'on va continuer quand même à avoir une formation en INSPE. C'est le circuit actuel, hein, finalement, sur le CRPE 2021. Nos stagiaires qui auront le concours vont rentrer l'année prochaine à mi-temps en classe et auront un mi-temps à l'INSPE. Bon, mais voilà, si vous venez d'un cursus M2 disciplinaire hors MEF, c'est exactement la même chose qui se passera pour vous. Et après, ça en suivra l'année de titularisation, etc. Hein, donc voilà, à l'heure d'aujourd'hui, ça nous semble bien pour quelqu'un qui débute dans le métier, qui ne passe pas par un master de MEF, de se dire aussi qu'on aura cette période de formation post-concours. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et revenir sur le contenu de ce document de travail qui présente clairement les épreuves envisagées. Alors, évidemment, en amont, on ne peut que aussi revenir sur les textes sur lesquels il va falloir que vous vous penchiez. C'est évidemment le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, les programmes officiels, cycle 1, cycle 4. Ces documents sont accessibles sur le site EduScol. Vous les trouverez très facilement. Donc, si c'est un nouveau projet pour vous, commencez à y mettre vraiment le nez dedans. Il faudra évidemment que vous puissiez revoir, on va y revenir en détail, mais tout à l'heure on parlait des fondamentaux français mathématiques, donc maîtriser les notions en français mathématiques de niveau collège, fin de collège, voire la seconde. Il y a une réelle attente par rapport à cela. Et puis, des connaissances en didactique aussi, des différentes disciplines, avec la particularité cette année de vous interroger dans une épreuve sur laquelle je vais revenir, une épreuve d'application dans les autres disciplines, les sciences, histoire, les arts, etc. Alors, revenons plus en détail sur les épreuves du concours. Alors, première étape, comme c'est le cas d'ailleurs déjà actuellement, des épreuves d'admissibilité. Ces épreuves d'admissibilité, vous en vivrez 3. La première, c'est une épreuve disciplinaire de français sur laquelle vous serez évalué pendant 3 heures et qui sera notée sur 20 points. Alors, cette épreuve de français va s'appuyer sur un texte, il est dit 400 à 600 mots, un texte qui pourra être littéraire, un essai, un extrait d'essai, de roman, de nouvelles.
Et ce texte va vous interroger à la fois sur des connaissances liées à la langue, à la maîtrise de la langue, donc en grammaire, hein, ça pourrait être nature, fonction, le discours direct, indirect, etc., etc. Donc de la grammaire, de l'orthographe, de la syntaxe. On vous interrogera également sur le lexique. Le lexique, donc la morphologie lexicale, hein, de pouvoir vraiment décomposer les mots, de pouvoir en expliquer l'origine, etc., etc. C'est déjà d'ailleurs le cas pour le concours actuel. Et enfin, ce qui change légèrement, c'est la rédaction d'un développement présentant une réflexion et un raisonnement rédigé et structuré. Et vous étiez, pour ceux qui passent ou ont déjà tenté le concours précédemment, habitués à une analyse vraiment de texte. Là, la demande, ce sera un écrit argumenté. Donc, il vous faudra acquérir la méthode retravailler, vous habituer à rédiger ce type d'écrit. Voilà pour l'épreuve de français. Vous serez évidemment aussi évalué sur l'épreuve disciplinaire de mathématiques qui durera également 3 heures avec la même notation. Et vous aurez des exercices clairement notionnels. Donc, il vous faudra travailler des exercices en géométrie, de la programmation, des probas, des stats, tout ce que vous êtes censé parfaitement maîtriser à la fin du collège, début de la seconde. Voilà pour l'épreuve de mathématiques. Et enfin, cette fameuse épreuve d'application qui est un peu plus nouvelle, qui fait certainement penser à beaucoup aux dossiers professionnels actuels. Mais là, l'épreuve, évidemment, vous l'avez compris, sera écrite. Alors, cette épreuve d'application, même durée, 3 heures, avec la même notation. Et vous aurez donc au choix, au début de l'épreuve, sur 3 sujets qui vous seront donnés et proposés le jour J. 3 domaines, les sciences et technologies, ou l'histoire, géographie, EMC, ou les arts. Et dans les arts, vous avez l'éducation musicale, les arts plastiques et l'histoire des arts. Vous l'avez compris, la seule différence avec cette épreuve, au-delà qu'elle soit écrite, c'est que lorsque vous allez opter pour un des 3 domaines, vous aurez 3 disciplines pour l'histoire, géographie et l'EMC. Vous aurez dans les arts l'éducation musicale, vous aurez les arts plastiques, histoire des arts. Ça pourra potentiellement être sur les 3. Donc il va vous falloir dès le départ, et c'est ce qu'on va vous recommander, choisir un des 3 domaines et réviser en ce sens. Alors, ce qu'on ne maîtrise pas, et dans ce document de travail, et ce qu'il est dit, c'est que une commission nationale pourra décider, et on ne sait pas à quel moment ils le feront, de privilégier 2 composantes parmi les 2 domaines, donc histoire, géographie, EMC. Ils choisiraient 2 composantes. Et même chose pour les arts, puisque pour les sciences et technologies, la question se pose moins, puisque on n'est que sur 2 disciplines. Donc ça, évidemment, là encore, on suivra cela avec grand intérêt. Mais vous l'avez compris, 3 domaines, donc il vous faudra choisir le jour J, et donc prioriser vos révisions dans l'un de ces 3 domaines. Manifestement, ce sera la meilleure stratégie pour le concours. Voilà pour cette épreuve. Alors, une fois que vous aurez passé l'étape de ces épreuves écrites et que vous aurez eu des résultats suffisants pour passer les épreuves d'admission, on vous interrogera sur les épreuves suivantes. Brigitte, oui. Je te laisse dérouler. Alors juste, donc pour revenir sur les épreuves écrites d'admissibilité, on a bien compris, on aura en mathématiques 20 points, en français 20 points,
En épreuve écrite d'application, 20 points, sachant que l'épreuve écrite d'application, comme vous expliquez Aurélie, contrairement au dossier où vous aviez un an pour le préparer, ben là vous découvrirez le sujet le jour J. Hein, c'est la particularité. Après, rien de très spécial. Il faudra vous économiser en choisissant, à mon avis, dès le départ, quelle est l'option sur laquelle vous déciderez d'axer vos révisions cette année-là. Donc, si c'est histoire, géographie, EMC, il faudra engager et ne travailler que ça. Si c'est les arts, ben que les arts. Et si c'est les sciences et technologies, tout le programme de sciences et technologies. Donc, ça va faire un total de 60 points, sachant que une note éliminatoire, une note inférieure à 5 est une note éliminatoire sur une de ces épreuves-là. Donc, attention, ça veut dire que quand même, il va falloir au moins s'assurer d'avoir plus de 5 sur 20, hein, voire même plus, puisque c'est un concours et qu'il va falloir avoir d'excellentes notes. Donc 60 points pour ces épreuves écrites d'admissibilité, et ensuite, comme le format traditionnel du concours, on va dresser une liste de candidats admissibles et vont se dérouler les épreuves d'admission. Donc les épreuves d'admission, pareil, elles sont quand même bien modifiées par rapport à ce qu'on connaissait, mais pas trop par rapport à ce qui a antérieurement, il existait, puisque l'épreuve de leçons sur le français et les mathématiques, elle existait en 2013 hein, déjà. Donc, vous voyez, on revient un peu sur des choses qui existaient. Donc, les épreuves d'admission, il y aura deux gros pavés d'épreuves d'admission qui seront notés tout de même sur 120 points. Donc là, on revient un petit peu sur le schéma des points qu'on connaît, hein, c'est-à-dire que les épreuves d'admissibilité, c'est nécessaire, mais ce qu'il est important et déterminant ensuite d'assurer, c'est les épreuves d'admission, puisqu'elles sont surdimensionnées. La notation est surdimensionnée par rapport aux épreuves écrites. Donc 120 points. Donc la nécessité de travailler à l'oral, on y reviendra quand on vous donnera nos conseils, hein, elle est manifeste encore une fois dans ce format concours tel qu'il est annoncé. Donc la première épreuve va concerner une épreuve de leçon sur le français et les mathématiques. Donc si on pouvait le synthétiser un petit peu, c'est ce qu'il existait dans le format 2021 sur l'épreuve de didactique. Hein, c'est-à-dire que là, vous allez arriver, vous allez avoir une leçon de français, une leçon de mathématiques. Durant 2 heures, vous allez travailler tout seul devant votre copie. Et ensuite, vous allez avoir un exposé d'1 heure, enfin un temps de présentation d'1 heure devant votre jury. Comment ça va se dérouler? Vous allez présenter pendant 10 à 15 minutes le premier sujet, leçon de français, puis ensuite le jury va vous poser des questions pendant 15 minutes, et idem pour les maths. 15 minutes, vous allez présenter votre sujet, la leçon que vous aviez, et ensuite 15 minutes vont être composées d'échanges avec le jury. Donc, cette épreuve-là, il est bien spécifié que l'objet, ça va être une conception et une animation d'une séance pour apprécier la maîtrise disciplinaire et les compétences pédagogiques du candidat. Donc, le but va être de faire émerger les compétences pédagogiques et didactiques de la leçon. Hein, c'est-à-dire que vous allez déjà devoir vous positionner comme si vous étiez... vous connaissiez hein, les programmes, etc. Et vous allez devoir expliquer comment l'enfant va comprendre la leçon dans cette leçon, comment on va lui faire comprendre la leçon, par quels moyens, et quels moyens l'enseignant va prendre pour arriver à faire comprendre à son élève la leçon en question. On schématise un peu, mais c'est pour vous expliquer que là, vraiment, vous allez rentrer dans le cœur du métier pour expliquer un petit peu, à partir d'une leçon de maths et de français, qu'est-ce qu'il en ressort et quelles sont les compétences pédagogiques qui peuvent être mises en place. Donc, c'est quand même très important, sachant que cette épreuve-là est à un coefficient de 4, donc ce qui veut dire que quand même, c'est pas à négliger, et ça comptera pour 80 points. Donc là, il y a un gros travail là-dessus, hein, sur cette épreuve-là. Ensuite, vous aurez une autre épreuve qui s'appelle l'épreuve d'entretien, où vous retrouverez, pour ceux qui connaissent le format 2021, des connaissances à avoir sur l'EPS, c'est-à-dire une épreuve en EPS et une épreuve en connaissance du système éducatif. La particularité de cette épreuve, c'est que vraisemblablement de ce qu'on en lit, vous aurez une préparation de 30 minutes, suite à un sujet que vous allez tirer au hasard, sur l'EPS. Et uniquement sur l'EPS, ce qui nous tente à comprendre il semblerait que pour la CSE, il n'y ait pas de travail préparatoire à fournir. Hein, donc on va y revenir. Alors en EPS, qu'est-ce qui va se passer? En EPS, vous allez avoir un sujet qui va être proposé par votre jury sur un contexte d'enseignement
donc une classe, hein, un niveau de classe, et un objectif d'apprentissage pour la séance. Donc ça sera écrit, vous aurez ça entre les mains. Il va falloir que vous choisissiez un champ d'apprentissage. Donc pour ceux qui connaissent le PS, c'est un peu, pour ceux qui n'ont pas encore commencé les préparations, ça va être compliqué, mais ça viendra. Hein. Ça va être par exemple produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée. Il va falloir que vous définissiez l'activité support, donc à quel moment produit-on une performance optimale, mesurable, etc. C'est par exemple, c'est dans l'activité support des activités athlétiques. Et vous allez devoir élaborer une proposition de situation d'apprentissage. Donc là aussi, c'est quelque chose où il va falloir que vous connaissiez parfaitement les programmes, une maîtrise des programmes dans l'EPS, parce qu'il va vous falloir rapidement identifier un champ d'apprentissage, des objectifs, une proposition, monter une séquence, une situation d'apprentissage. Donc là, vous avez une demi-heure de préparation pour l'EPS et ensuite, vous allez avoir 15 minutes où vous allez présenter votre exposé et 15 minutes d'entretien avec le jury. Ces 15 minutes d'entretien avec le jury peuvent être sur tout ce qui concerne l'EPS, mais également ce qui concerne le développement de l'enfant et le développement et la psychologie de l'enfant. Hein, donc là, il va falloir vraiment aller travailler aussi ça, parce que vous savez que pendant un entretien, le jury peut faire des transversalités, peut aller sur des domaines divers et variés. Donc, il va falloir avoir une connaissance affûtée là-dessus. Sur la deuxième partie, donc c'est la connaissance du système éducatif. Donc, il est clair que vous allez devoir fournir au moment de votre exposé une fiche de candidature que vous aurez déjà téléchargée, que vous aurez remplie au préalable. Cette fiche de candidature va expliquer en gros votre parcours, quelle est votre motivation en fait. Là, on vient aussi, si vous avez écouté ce que disait le ministre, c'est que voilà, il voulait vraiment faire un petit peu comme dans le privé et aller sur des entretiens de motivation pour aller mesurer la motivation du candidat qui prépare ce concours. Ben là, c'est tout simple avec, je dirais, entre guillemets, nous, tous les candidats qu'on a, tous les stagiaires chez Fort Propre, un projet mûrement réfléchi. Parfois, c'est un projet qu'on a depuis qu'on est petit, qu'on a oublié et sur lequel on revient plus tard. Ben, il va falloir un petit peu aller justifier pourquoi. Quand on est en reconversion professionnelle, qu'est-ce qui peut-être dans votre parcours actuel fait que vous avez eu l'envie de vous diriger vers ça? Comment vous pouvez justifier que vous connaissez ce qui se passe dans une école, que vous êtes sûr de vous et que voilà, c'est un entretien de recrutement. Hein. Pendant 5 minutes, vous allez expliquer votre motivation et ensuite, vous allez avoir un entretien sur la projection que vous, dans le métier de professeur des écoles. Donc là, ça va être un peu des mises en situation. Donc, c'est pas très clair pour nous parce qu'on ne sait pas trop si vous pourrez préparer à l'avance ou si ça sera des questions en spontané avec le jury qui vont pouvoir venir sur des sujets variés comme les droits et obligations du PE, hein, enfin du professeur des écoles. Ça, c'est une nécessité de le savoir. L'institution scolaire, la classe, la sécurité, la laïcité. Donc, ça va être des questions-réponses avec votre jury. Donc ça, c'est pareil, hein, il va vous falloir une culture très précise, très poussée sur ce qu'on attend de vous en connaissant le système éducatif. Et ça se passera du coup pendant cet échange durera une trentaine de minutes. Hein, voilà. Donc ce qui fait que cette épreuve-là se déroulera en 1 heure et sera notée sur 40 points. Donc, si on récapitule, donc l'épreuve de leçon mathématiques français 80 points, l'épreuve d'entretien, donc où vous aurez de l'EPS et de la connaissance du système éducatif, sera sur 40 points pour faire vos 120 points. Hein, donc, il faudra travailler toutes ces épreuves. Je pense qu'il ne faut pas en léser une par rapport à une autre, il faut tout travailler parce que l'entretien de motivation est important, d'autant plus que dans les textes, il est bien noté qu'un 0 est une note éliminatoire. Alors, quand peut-on avoir un 0? Parce qu'on se dit, mais avoir 0, c'est ne rien savoir sur rien. Ben, clairement, nous, c'est ce qu'on dit souvent à nos stagiaires, hein, si un jury à l'oral vous met 0, c'est que clairement, il ne vous veut pas dans son équipe. Parce que peut-être vous êtes dangereux, peut-être que vous ne l'avez pas convaincu que vous allez être très respectueux des règles, hein, en particulier, que vous n'allez pas lui faire vous inspirez pas confiance pour tenir une classe, etc. Et là, on vous met directement le 0 éliminatoire. Donc, c'est un travail. Hein. Nous, on a chaque année des stagiaires qui ont d'excellentes notes en EPS-CSE, mais au-delà de la culture qu'il faut sur ces disciplines, il va falloir aussi vous assurer de dire des choses tout à fait entendables auprès de vos futurs
recruteur. Hein. Voilà. Donc je pense que c'est pas toujours très clair pour tout le monde, mais sachez que fin de semaine, pour toutes les personnes qui le souhaiteront qui ont participé au live, on vous renverra un petit récap de ce qu'on a compris de ces épreuves. Alors, tant que le décret n'est pas sorti, je le redis, on ne s'engage pas, hein, mais vraisemblablement, c'était un projet et de ce que nous disent les profs, généralement, on change peut-être quelque chose, mais on ne va pas changer fondamentalement le concours, le texte, parce que maintenant, il faut savoir que les INSPE, elles ont déjà les maquettes en cours, quasi finalisées, donc on ne va pas revenir sur quelque chose qu'on avait acté il y a quelques mois. Donc, alors, juste revenir, alors je vois que vous avez beaucoup de questions, on va y revenir hein, au fur et à mesure. Alors, on va peut-être terminer le déroulé, la présentation, puis on reprendra, rassurez-vous, les questions. Et puis, si on n'y ne revient pas et qu'on n'a pas vu une de vos questions, on y travaillera demain pour vous faire des réponses personnalisées. Hein. Pas de souci par rapport à ça. Alors pour clôturer quand même le chapitre sur les épreuves, je reviens aussi sur une épreuve optionnelle, l'épreuve en LVE hein, sur les langues vivantes, puisque cette épreuve sera effectivement une option que vous allez décider lors de l'inscription. Hein, donc dès qu'on aura les inscriptions ouvertes, vous acterez de vous inscrire à l'épreuve de langue vivante. Vous aurez le choix entre l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Et ce qui est intéressant, si vraiment vous possédez des compétences linguistiques dans une de ces langues, ou plusieurs d'ailleurs, mais en tout cas dans une pour présenter l'épreuve, c'est que ça ne fera que vous apporter des points supplémentaires au-delà des 10 sur les points supplémentaires à partir de 10 sur 20, puisque vous serez noté sur 20. On estime que le niveau attendu est un niveau B2, hein, et donc l'épreuve durera 30 minutes. C'est une épreuve qu'il va vous falloir préparer, hein, bien évidemment. Vous serez amené à vous présenter dans la langue retenue. Et puis, vous aurez à présenter un document didactique ou pédagogique de 2 pages que vous aurez choisi en amont. Donc, ça pourrait être une séance, une séquence, la production d'un élève, un manuel. Voilà, c'est vous qui allez vraiment choisir le support que vous allez présenter au jury et vous serez évalué sur comment vous allez pouvoir exploiter le document au niveau de l'enseignement. Donc pour cela, vous aurez 10 minutes de présentation en français et ensuite vous aurez 10 minutes dans la langue choisie pour vraiment défendre et argumenter le choix et les choix pédagogiques par rapport aux documents retenus. Donc un réel atout, j'insiste là-dessus, pour ceux qui maîtrisent une langue et on pourra vous renseigner sur le niveau B2, hein, mais il faut une maîtrise, savoir converser évidemment dans la langue. Alors, une dernière précision, là on a balayé les épreuves, on vous avait proposé de nous faire passer vos questions, on avait été interrogé par rapport à ceux qui veulent présenter le concours avec la langue régionale. Les épreuves seront identiques. Hein, pour les épreuves d'admissibilité et d'admission. La seule spécificité, c'est que vous allez avoir une épreuve supplémentaire pour l'admissibilité, un commentaire hein, dans la langue régionale, une traduction et un commentaire d'un document pédagogique. Ça, c'est donc à l'écrit. Et puis, à l'oral, vous aurez également une épreuve avec un exposé et un entretien sur des documents écrits, audiovisuels que vous aurez préparés sur la langue régionale que vous aurez retenue. Et cette épreuve se déroulera pendant 15 minutes. Voilà pour l'épreuve et ceux qui visent aussi le concours langue régionale. Ok, voilà, donc très certainement vous aurez de nombreuses questions, donc comme l'a dit Aurélie, on y répondra vraiment demain, ça sera notre travail, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez tous une réponse. Donc nos conseils maintenant, donc là on a vu un petit peu qu'est-ce que va être ce nouveau format concours, comment le travailler. Donc
nous, on a toujours lourdement insisté auprès de nos stagiaires pour leur dire la notion, le niveau collège, maths français, il est nécessaire. C'est une nécessité parce que d'abord vous allez enseigner et que c'est une nécessité d'avoir des fondamentaux, hein, ça c'est clair. Mais là, je dirais qu'avec ce nouveau format concours, c'est déterminant puisque vous voyez que même si on n'est pas un grand mathématicien, même si on n'est pas un grand littéraire, vous n'aurez pas grand-chose pour vous récupérer sur les épreuves de maths français, puisqu'avant, bon, on pouvait se dire, si on a bien compris les programmes, peut-être que sur la partie didactique, on peut essayer de récupérer quelques points. Là, ça sera plus possible. Vous serez vraiment évalué sur de la connaissance pure en maths et français, sur de la notion. Donc ça déjà, c'est une nécessité absolue à l'heure d'aujourd'hui de travailler et de réviser toutes les notions de maths et français, et je dirais dès à présent. Pourquoi? Parce que chaque année, on se dit, bon, c'est pas très compliqué le niveau collège, finalement, troisième, bon, en m'y remettant un peu, ça va revenir facilement. Ben, dans une année de prépa concours, quand vous avez tous les textes officiels à connaître, les programmes, le socle, etc., vous approprier des méthodes de travail, etc., vous allez voir que ça fait une surcharge et que si vous pouvez vous éviter tout ça et le travailler en amont, ça vous fera gagner beaucoup de temps par la suite. Donc, la RAN, la remise à niveau en maths et en français, pour nous, elle est à commencer dès à présent. Il faut que vous revoyiez par les supports que vous souhaitez, hein, ça peut être des livres, ça peut être... Il faut travailler sur des notions de maths français dès à présent. L'épreuve d'application, qui est une nouvelle épreuve, hein, va nécessiter également que vous vous entraîniez, que vous reveniez et que vous révisiez, donc vous fassiez une remise à niveau sur les sciences et technologies, si vous choisissez l'option sciences et technologies, sur les arts dans leur globalité, hein, si vous voulez choisir les arts, ou sur l'histoire géo, c'est vaste, hein, tout ça, donc ça va vraiment vous demander de travailler là-dessus. Donc au moins réviser tout ce que vous allez apprendre en tant que futur professeur des écoles à vos élèves du cycle 1 au cycle 4 dans ces disciplines. Ça, c'est un travail aussi qu'il va falloir commencer à s'approprier parce que ben, vous avez vu, même si les épreuves orales sont importantes puisque ben, c'est 120 points, donc il y a une prédominance des points, si vous passez pas la première étape, vous n'irez pas à la seconde. Donc ça, au plus tôt vous vous y prenez, au mieux c'est. Donc, nous, la remise à niveau en français et mathématiques, elle est testée depuis des années, elle est prête. On peut vous assurer à l'heure d'aujourd'hui que toutes nos remises à niveau sur toutes les options de l'épreuve d'application sont en cours d'élaboration et seront terminées pour fin d'été et vous permettront de travailler l'année prochaine là-dessus. Donc, si on doit faire dans l'ordre, vous allez commencer par la remise à niveau en maths et en français. Et puis, un peu plus tard, vous vous axerez sur la remise à niveau de l'option, parce que de toute façon, il va falloir là que vous travaillez sur ce choix d'option, quelle option vous allez choisir, etc. Ben ça, il va falloir vous projeter là-dedans, hein, puisque ça arrivera. Donc, nous, toutes nos maquettes sont déjà élaborées. Il faut savoir que bon, on a de l'ancien format, donc c'est nos préparations actuelles. Le nouveau format est déjà prêt. Ça fait déjà depuis l'année dernière qu'on y avait travaillé dessus. C'est prêt, on attend juste l'arrêté officiel pour le valider complètement. Le travail de conception est déjà enclenché pour vraiment axer le travail aussi sur les séquences mathématiques et français, comme on l'a vu, qui sont quand même dominantes puisqu'elles sont notées, elles ont un coefficient de 4. Alors, durant nos cours en présentiel, nous, la force de Fort-Prof, c'est tout ce qui est en présentiel, hein, donc présentiel les samedis ou en visioconférence, parce que là, on l'expliquait au tout début, vous êtes vraiment mis en face de profs, experts, jury du concours, qui vont vraiment vous aider à réviser en maths et en français, puisque là, ça sera un incontournable. Donc là, on aura des profs de haut niveau sur ces disciplines-là qui vont vraiment vous aider. Et ensuite, on va travailler aussi tout ce qui est entretien de motivation, le PS, parce qu'il va falloir que vous connaissiez les choses, et les séquences de maths et français qui finalement seront un gain de temps pour vous pour l'année d'après, puisqu'on va vraiment aller dans le détail des programmes. L'épreuve optionnelle en langue, donc ça c'est quelque chose aussi qu'on avait fait avec le dossier, donc là c'est un suivi à distance par un tuteur qui va vous accompagner pour vous aider à vous présenter à l'oral dans la langue que vous choisirez, sur un support que vous choisirez, comment l'expliquer, etc. Donc tout ça, ça sera travaillé également avec un prof à distance. On va aussi travailler évidemment sur cette nouvelle épreuve de motivation du candidat. Comment une personne qui est en reconversion professionnelle, donc du coup qui n'est pas issue d'un master MEF, va pouvoir aller justifier que c'est le métier de ses rêves, c'est sa vocation, etc. Donc là, il va falloir aussi avoir
un argumentaire très poussé que vous allez travailler avec nos profs qui sont quand même eux-mêmes jurys et qui vont vraiment vous orienter sur ce qu'il faut dire ou pas dire. Hein, donc voilà. Ça, c'est important. Alors, il faut savoir que nous, dès à présent, on a déjà des stages de remise à niveau pour ceux qui veulent déjà anticiper. Et c'est une nécessité. On le dit chaque année, mais je crois que les gens n'ont pas la mesure suffisante de ce que ça nécessite de réviser tout le programme collège, maths et français. C'est énorme et on le voit d'ailleurs dans les concours. C'est pas facile. Le fait d'avoir un Master 2 aujourd'hui ne garantit pas d'être très à l'aise en français et mathématiques avec les attendus de ce concours. Donc, bien évidemment, si vous avez la possibilité d'enclencher les révisions dès à présent, faites-le, rentrez dans les programmes et révisez les notions français-mathématiques. Voilà, donc le socle commun de connaissances, des compétences et de culture, c'est un incontournable, donc il faut s'y plonger dès à présent. Les programmes de cycle 1 à cycle 4, évidemment, ça c'est quelque chose qu'il va falloir vous approprier. Il faut commencer à y travailler doucement, à vous faire des petites fiches récapitulatives par cycle, par matière, etc. Donc ça, c'est un travail qui va prendre un peu de temps. Donc au plus tôt on le commence, au mieux on assimile les choses. Un conseil, nous, c'est, vous savez que vous avez, ça on n'a pas garanti que ça perdurera, mais on pense que oui, puisque ça existe depuis des années, sur les attestations de secourisme et de natation. Là, cette année, on se rend compte quand même que nos stagiaires sont un peu en difficulté parce qu'avec la crise sanitaire, les piscines sont fermées, les centres de secourisme, donc sont la Croix-Rouge et les centres de sapeurs-pompiers, ont des listes d'attente énormes et du coup, les délais sont rallongés. Donc, dès que c'est possible, un conseil, passez-le parce qu'il n'y a rien de plus stressant et on le voit avec nos candidats de cette année qui nous demandent tous les jours, mais comment on fait? On n'a pas cette attestation. Donc, évidemment, le ministère le sait, donc prendra les mesures adéquates, mais dès qu'il est possible, passez-le. Au moins, vous évitez ça, et l'année prochaine, quoi qu'il y ait, vous avez déjà ça avec vous. Faut savoir également que par rapport à cet entretien de motivation, où on va quand même vous demander d'expliquer votre parcours, qu'est-ce que vous avez fait et qu'est-ce qui fait que vous avez eu l'envie un jour de faire ce métier. Nous, on propose pour les personnes en reconversion un stage de prise en main et de gestion de la classe qui vraiment vous amène à vous interroger sur ce qui se passe en classe. Donc là, c'est vraiment assuré par un prof expert, donc conseiller pédagogique ou professeur des écoles maîtres formateurs ou des IEN même, qui vont vraiment vous travailler avec vous sur la posture, sur qu'est-ce qui se passe en classe, comment on travaille les programmes, etc., etc. Donc ça peut être aussi, mais ça on le verra en cours d'année, ça peut être un complément pour pouvoir justifier que vous savez ce qui se passe en classe. Et évidemment, on n'en parlera jamais assez, mais les stages en classe, évidemment, nous on a des conventions de stage qu'on fournit à nos stagiaires qui vous permettent d'aller faire un stage d'observation en classe, qui vous permet de vous assurer que quand même c'est le métier que vous espérez, que vous avez bien compris ce qu'on attend de vous en classe. Donc ça, c'est à faire. Alors, c'est vrai que cette année, on le sait, historiquement, c'est d'abord les stagiaires d'INSPE qui sont prioritaires et puis après les autres candidats. Parfois, quand vous venez d'un organisme de formation, quel qu'il soit, pas spécialement Fort-Prof, n'importe lequel, on peut avoir un avis négatif. Il faut refaire une convention, candidat libre. Au moins, il n'y a pas de logo d'un organisme libre. Pensez à faire des stages dans le privé, voilà. Mais vraiment, ça ne sera qu'un plus l'année prochaine, en tout cas. Donc, si vous pouvez en faire dès à présent, faites-en. L'année prochaine, évidemment, vous aurez aussi la possibilité d'en passer. Et puis, pour ceux qui n'auront pas fait de stage, il faudra vraiment, et on travaillera avec vous, sur comment décortiquer votre expérience pour aussi ressortir des compétences qui ont pu démontrer que vous êtes capable de travailler en équipe, expliquer, voilà, qui vraiment vous vont alimenter et convaincre le jury que vous n'avez pas exercé encore, mais que vous avez des compétences qui sont transférables. Tout à fait. Donc faites des stages si vous le pouvez dès à présent. Voilà, donc juste pour finir, puisqu'après on va répondre à vos nombreuses questions, donc on avait déjà reçu une liste, donc on va essayer d'en passer un maximum. Donc nous, à l'heure d'aujourd'hui, notre remise à niveau est disponible, donc quelqu'un qui souhaite passer le concours et anticiper sa préparation
peut s'inscrire d'ores et déjà à la remise à niveau, sachant que pour une formule complète, donc qui, vous l'avez bien compris, s'adaptera forcément au format du concours qui sera annoncé, nous l'espérons, dans les prochains jours. Cette remise à niveau, à l'heure d'aujourd'hui, est offerte parce que vraiment, pour nous, c'est une garantie que vous allez travailler et on va vous suivre pour vous obliger un petit peu à travailler dès à présent. Donc, c'est aussi pour les personnes les plus motivées et qui s'inscrivent maintenant parce qu'elles se disent, bon, on va se donner vraiment toutes les chances, un moyen de vous encourager pour vous y mettre dès à présent. Donc, n'hésitez pas à appeler nos conseillers pour en savoir un petit peu plus sur cette offre actuelle et qui, nous l'espérons, vous accompagnera et vous aidera dans votre compréhension ou remise à niveau sur toutes ces notions collège. Donc, on va reprendre un petit peu... on va reprendre toutes les questions si on veut. J'ai juste oublié une petite précision, c'est que ce qu'on a imaginé si ce format concours pour cet été est vraiment entériné, confirmé, c'est aussi grâce à l'expérience que nos stagiaires peuvent faire cette année, c'est qu'on va vraiment vous amener à travailler durant l'été, c'est-à-dire qu'on ouvrira un forum spécifique sur notre extranet pour les stagiaires qui s'inscriront et qui commenceront leur préparation un peu plus tard, pour vraiment vous amener à travailler sur les programmes, parce que ce dont on se rend compte au quotidien, c'est que au-delà de la remise à niveau, c'est quand même très compliqué quand on a une multitude de choses à faire, qu'on travaille, on a ses enfants, etc., de vraiment assimiler ces programmes. Donc, on va vous demander de travailler, on a imaginé ça avec Aurélie. De travailler vraiment pour vous permettre de vous approprier les programmes des cycles 1 à 4, de travailler avec vous sur soit, alors on réfléchit à la forme tableau ou carte mentale, mais que vous puissiez vraiment commencer en septembre à déjà être rentré dans les programmes et à vous être approprié les attendus pour chaque cycle, chaque niveau et dans les différentes disciplines. Et ça, c'est quelque chose que vous continuerez dans l'année à vous approprier, mais vous aurez fait un premier pas parce que déjà, vous allez désamorcer la difficulté de ces programmes et puis... c'est du temps que vous gagnerez pour comprendre les contenus après qu'on vous proposera de travailler. Donc voilà, pour ceux qui nous rejoindront, la possibilité dès l'été prochain de vous mettre à travailler sur les programmes, le socle bien évidemment. Voilà, donc alors, on va reprendre les questions, donc ne vous inquiétez pas si on répond pas spécialement à la vôtre, je vous ai dit on répondra à toutes les questions. Donc par rapport à ce qu'on nous avait déjà posé il y a quelques jours, donc comme beaucoup j'imagine, je souhaite savoir si les parents de 3 enfants pourront toujours s'inscrire au CRPE sans obligatoirement avoir les diplômes nécessaires. C'est ce qu'on disait au départ, donc je le redis puisque peut-être que vous êtes arrivé en cours de route. Ça reste notre grande interrogation, mais cependant on ne voit pas pourquoi les parents de 3 enfants ne pourraient plus, alors qu'historiquement ils ont toujours pu passer ce concours, ne pourraient plus passer ce concours. Donc bon, ça reste à voir, on n'a pas la science infuse et malheureusement on n'est pas sûr de ce qu'on vous affirme, mais ça serait une grosse surprise. Alors, le CRPE sera-t-il positionné après le Master 2 ou restera-t-il après le Master 1? J'ai vu la question aussi passer. Pour le concours externe, il est clairement précisé que pour passer le concours, il faudra justifier du Master 2. Donc, si vous avez un Master 1, il va falloir que vous puissiez passer un Master 2 pour pouvoir y prétendre. Donc vraiment, à moins de viser une autre voie, parce que vous pourrez remplir d'autres critères, la 3e voie. Voilà, donc oui, c'est bien le cas. Alors après, ça reste à revoir. Est-ce que le concours externe sera aussi ouvert, non seulement au Master 2, mais aussi aux parents de 3 enfants et aux sportifs de haut niveau, ce qu'on avait dit au départ, sur laquelle, à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de réponse officielle. Y aura-t-il un concours dédié aux personnes en reconversion? Alors ça, on l'avait entendu l'année dernière. Bon, là, il est clair que dans le projet tel qu'on l'a lu, la 3e voie fait partie de ce concours, de ce nouveau format de concours. Donc non, les épreuves seront les mêmes qu'en externe ou en second concours interne. Les conditions d'accès, donc on en a parlé. Avec la réforme, si on a validé son M1,
peut-on passer le CRPE ou bien on doit apprendre de valider son M2? Ben non. Après, pour le CRPE 2022, il faudra, un M1 ne suffira pas. Cette année, ça suffit. L'année prochaine, ça suffira pas. Il vous faudra un M2. Alors après le concours sera-t-on PES? Oui, vous serez, si vous obtenez le concours, vous serez stagiaire en étant, alors pour ceux qui auront un M2 disciplinaire à mi-temps en classe et à mi-temps en formation à l'INSPE. Pour ceux qui auront suivi le cursus avec un master MEF, ils seront à temps plein avec des décharges de formation, je dirais classiques, mais ils seront à temps plein en classe. Voilà, ensuite, donc, j'ai 12 ans d'ancienneté dans le privé, il va rentrer en Master 1 MEF en septembre. Pourrais-je tenter le CRPE 2022, troisième concours? Oui, rien ne vous empêche de faire une inscription en troisième concours parce que vous avez vos 5 ans d'expérience dans le privé, même si vous voulez passer un Master 2 MEF. Donc ça, aucun souci là-dessus. Les critères pour prétendre au troisième concours ont-ils prévu de changer? Pas à notre connaissance, hein, donc les changements majeurs, on les a vus. Si on a un Master 2, pourra-t-on passer en 2022, passer le concours du CRP? Ben oui, c'est ce qu'on a dit. Hein, un M2 disciplinaire, quel qu'il soit, pourra vous permettre de passer le concours. La préparation dès maintenant, comment s'y préparer, on y est revenu. On y est revenu, donc je pense qu'après ça, vous pouvez sans problème nous appeler pour qu'on aille un petit peu plus loin. Alors, beaucoup de questions supplémentaires. Là, l'admissibilité, y a-t-il toujours de la didactique? Alors, c'est un petit peu différent hein, pour ce concours. Il y en a. Alors, pas pour le français et les mathématiques, puisque l'admissibilité, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce sera uniquement notionnel. Par contre, la didactique, avec l'épreuve d'application, là, vous allez avoir un travail d'analyse de documents et donc là, ce sera, et vous serez interrogé aussi sur la partie didactique, notionnelle et didactique. Les candidats libres seront désavantagés à l'oral. Ben, ça dépend. Si vous travaillez pas sur les séquences de maths français, si vous travaillez pas sur l'entretien de motivation et le PS, oui, il y a de grandes chances puisque ben là, vous allez vraiment rentrer dans le cœur du métier. Mais ça se travaille, hein, donc non, si vous trouvez une formation qui vous permet de travailler là-dessus, c'est pas dit. Nous, on a chaque année des stagiaires qui ont d'excellentes notes sur la partie didactique. Sur le dossier, quand ils imaginaient leur partie séquence, avaient des 60 sur 60, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, mais effectivement, il va falloir vraiment travailler et s'axer aussi là-dessus. L'épreuve d'application, quel niveau attendu? De niveau collège? Alors oui, là encore, hein, il faudra que vous soyez, que vous maîtrisiez toutes les connaissances abordées évidemment pour la primaire et puis de niveau fin de collège. Donc c'est aussi pour ça que nos remises à niveau seront vraiment sur les connaissances notionnelles des domaines hein, que je citais tout à l'heure pour l'épreuve d'application. Alors, épreuve didactique, est-ce nous qui choisissons la leçon ou bien le jury? Donc, si on parle de l'épreuve de mathématiques et de français, non, c'est pas vous qui décidez, c'est vous arrivez, vous allez choisir un sujet de français, une leçon de français, une leçon de mathématiques que le jury va vous donner. En fait, il n'y a pas grand-chose que vous allez préparer à l'avance. Hein. Donc, non, c'est le jury qui vous distribuera le travail sur lequel vous allez devoir travailler. Que réviser en histoire géo? Alors là encore, hein, le programme cycle 1 à 4, il faut que vous soyez en capacité de le maîtriser. Alors pour avoir le détail, hein, on va pas rentrer ce soir sur le détail du contenu en histoire géo, mais tout est sur Eduscol et vous rentrez dans les programmes, le cycle 1 à 4, sachant qu'évidemment l'histoire géo c'est un peu spécifique puisque clairement les disciplines sont abordées en CM1, CM2, donc voilà, vous avez tous ces éléments sur le site Eduscol. Quid des étudiants qui auront obtenu le M1MEF, mais pas le CRPE 2021? Alors ça, c'est vraiment aussi, très honnêtement, là pour le moment, on n'est pas trop... pas trop de réponses là-dessus. Vous passerez en M2MEF, hein, ça c'est certain. Après, est-ce que vous irez faire un stage rémunéré comme ça reste encore assez peu précis, donc on a un peu de mal à répondre de manière officielle. Ça, il n'y a que les INSPE malheureusement qui pourront vous répondre là-dessus. J'ai pas la réponse malheureusement.
Après, l'un d'entre vous posait la question, conseillez-vous les livratiers? Alors, oui, non, on n'a pas d'avis sur les livratiers, hein. Ça, c'est chacun. qui Vous sont allez bien préférer... actualisés. voilà, faut vraiment vous assurer en tout cas que pour les livres, vous ne partiez pas d'anal dans la mesure où les épreuves vont changer. Après, c'est de plutôt privilégier des livres sur ce qu'on aborde jusqu'à la fin du collège dans les différentes disciplines. C'est surtout cela. Si on choisit les arts, que l'on maîtrise l'histoire de l'art, mais pas la musique, peut-on choisir? Alors, c'est ce qu'on expliquait, et je comprends que ce soit pas très clair parce qu'on a mis du temps à vraiment comprendre. Donc, visiblement, vous avez choisi art. Dans les arts, de ce qu'on semble comprendre, peut-être Texte, que, ouais. oui, peut-être que pour chaque session, seraient définies deux dominantes. Je pense que c'est pour vous épargner un peu, parce que bon, finalement, ceux qui vont choisir les arts et l'histoire géo sont un peu, entre guillemets, si on peut dire, défavorisés par rapport à ceux qui prendront sciences et qui finalement n'auront le risque que de tomber sur un sujet science. Vous, donc, visiblement, de ce qu'on lit, deux dominantes pourraient être sélectionnées pour chaque session. C'est-à-dire que si vous choisissez les arts, il est probable, mais je dis bien il est probable, qu'en début d'année ou en cours d'année, le jury précise que sur le domaine des arts, cette année 2022 pardon, ne soit choisie que l'histoire des arts et l'éducation musicale, ce qui limiterait un peu pour vous les connaissances nécessaires en remise à niveau. C'est ce qu'on en a compris, très honnêtement, comme vous, on se languit d'avoir le texte officiel pour pouvoir vous le confirmer, mais vous ne choisirez, ce qu'il est certain, c'est que vous ne pourrez pas choisir que l'éducation musicale. Vous aurez au moins deux dominantes dans votre option. Y a-t-il une liste de tous les sujets en sciences, arts? Ben là encore, hein, ce sur quoi vous devez vraiment vous concentrer, c'est sur les programmes qui sont détaillés dans toutes les disciplines par cycle. Je vous redis ce qu'on évoquait tout à l'heure déjà, mais votre référence à vous, ce sont les programmes et c'est ce sur quoi vous allez être interrogé. Alors, il n'y a plus de didactique, donc on y revient, on en a un peu parlé. Donc, la didactique, j'imagine que vous parlez du format 2021 où, par exemple, en maths et français, on avait la didactique. Ben, elle est basculée en épreuve d'admission, mais vous avez quand même un peu de didactique sur l'épreuve d'application, hein, où il y a non seulement des fondements, le jury va vous donner un devoir, enfin, un sujet sur une option, et vous allez devoir non seulement prouver votre connaissance au niveau fondement scientifique sur votre option, sur votre domaine, mais également le traduire et travailler sur une partie didactique. Donc, il y en aura un peu dans l'épreuve d'application, mais il y en aura surtout dans les épreuves d'admission. Alors, des questions aussi sur les indemnités, alors PES, M2 stage. Alors, dans les informations qui ont été communiquées sur le site du ministère, il y a eu quelques informations pour ceux qui vont rentrer dans un parcours de pré-professionnalisation. Vous avez peut-être relevé que la rémunération serait pour la L2 700 €, pour la L3 963 € et en M1 980 €. Pour le M2, les éléments que l'on a, c'est une rémunération nette de 675 €, sachant que vous serez en tiers temps enseignement. Ça, c'est pour les rémunérations avec les parcours de pré-professionnalisation. Et après concours, on peut se baser aujourd'hui uniquement sur les rémunérations qui étaient proposées au 1er janvier, donc on n'a pas eu connaissance de rémunérations différentes, mais pour un professeur des écoles, si vous avez votre concours et que vous êtes donc stagiaire pendant une année, la rémunération est de 1828 € sur du classique. On rentre pas dans le détail de travailler dans des zones sensibles, etc. Et pour les personnes qui, à la fin de cette année de stage, seront titularisées, la rémunération sera autour de 2067 €, d'après ce qu'ont indiqué ce qu'indique le site du ministère, tout simplement. Second concours interne, donc 3 ans dans la fonction publique et un niveau licence, oui, c'est clairement annoncé dans le projet, donc vous serez éligible au concours et au projet de réforme 2022, donc sans problème. Changement pour les parents de 3 enfants, c'est ce qu'on disait, c'est un peu la grosse incertitude.
mais on ne voit pas comment on pourrait ne plus les accepter, enfin ne plus leur ouvrir leur chance à ce concours. Maintenant, ben, voilà, il faut que ça reste à définir dans le projet qui va, nous l'espérons, sortir d'ici quelques jours. Possibilité de faire le parcours de professionnalisation à partir de L3. Alors, on n'a pas d'indication précise par rapport à ça. Ce qu'on a pu noter, c'est que le parcours de pré-pro débutait en L2 plutôt. Donc, à voir et plutôt là, se renseigner auprès des INSPE qui n'ont pas toujours encore l'information non plus. Hein. Non, pour les avoir interrogés de notre côté. Le projet est encore à l'état de projet et du coup il est difficile d'avoir des infos. C'est comme là j'ai une question, le master 2, j'ai un master 2 en droit, puis j'ai intégré le master MEF. Les parallèles, enfin on connaît pas encore comment, on ne sait pas trop. On ne sait pas non plus quel sera le nombre de places en pré-professionnalisation, parce que ça, voilà, c'est aussi budget, enfin en termes de budgétisation, on n'a pas de visibilité sur le nombre de places proposées dans chaque INSPE pour le parcours, pour ce parcours-là. Donc possibilité de rentrer en L2, ça c'est certain, et pour ceux aussi qui feront plutôt le choix de commencer en M1. Et après, il faut postuler, poser sa candidature directement auprès des INSPE. Voilà, donc là, je pense qu'on a à peu près balayé toutes les questions. Donc n'hésitez pas à continuer à les poser sur le site, enfin dans le live directement, puisqu'on a une des équipes qui répondent, mais également demain on reprendra vos questions. Donc n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook qui s'appelle CRPE 2022 Réforme et Information, puisque nous le mettons régulièrement à jour en fonction des nouvelles informations. Et évidemment, dès que le décret paraîtra, vous en serez informés. Et évidemment, dès que le décret sera certain, on réorganisera un live où vraiment on vous expliquera nos préparations adaptées à ce nouveau format concours, qu'est-ce qu'elles vont être. Le live sera disponible en replay, juste après sur notre page Facebook. Sachez également pour les personnes éventuellement qui vous dirigent je n'ai pas Facebook que ce live sera aussi diffusé sur notre chaîne YouTube d'ici demain. Voilà. Donc je pense qu'on a à peu près tout balayé. On vous voit encore nombreux, mais j'espère qu'on a à peu près répondu à vos questions et que c'était un petit peu plus clair que ce que c'était au départ. Voilà, attendons tous ensemble ce décret officiel. On n'a aucune date du moment où il va paraître, mais nous l'espérons rapide parce qu'évidemment, comme vous, nous on attend, nos équipes de concepteurs sont dans les starting blocks pour commencer à élaborer des sujets conformes aux nouvelles attentes du concours. Donc voilà, évidemment on vous informe. N'hésitez pas à reposer des questions, n'hésitez pas à poser vos questions aussi sur le groupe Facebook CRPE 2022 qui est vraiment pour nos stagiaires inscrits qui veulent s'inscrire à stagiaires ou pas stagiaires d'ailleurs, qui veulent avoir des informations sur ce CRPE 2022. Sachez qu'on a 400 profs et que du coup on a des tuyaux entre guillemets, mais voilà, il faut quand même qu'on soit certain qu'on vous annonce pas, voilà, en tout cas de manière officielle sur ce groupe. On vous annoncera pas n'importe quoi tant qu'on n'est pas sûr de la réalité de ce concours. On va vous souhaiter une très bonne soirée. Bonne soirée à tous. On vous remercie de votre participation. On voit que vous êtes nombreux à vous poser des questions, ce qui est tout à fait légitime, voire même pour les personnes qui passent le concours cette année et qui se disent peut-être qu'on l'aura pas. Ben oui, du coup, si nouveaux concours il y a, il va falloir se formater à ce nouveau format de concours. Mais bon, voilà, on espère rapidement avoir les informations. Bonne soirée et merci à tous. Et merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.